Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, quelques incidents mineurs ont été constatés lors du déroulement du CEPE à Antananarivo dans la capitale ce jour. Malgré les perturbations, les candidats ont pu composer dans des conditions globalement satisfaisantes. Felana Rakutor Soul, Nzaranje Ansu pour plus de détails. Dès les premières heures de la matinée, parents et candidats se sont présentés en nombre devant les centres d'examen, attendant avec impatience l'ouverture des portes. L'appel des candidats a débuté à 7h30 et les épreuves ont officiellement commencé à 8h. Des dispositions particulières avaient été mises en place par la Cisco afin de faciliter l'accueil et l'orientation des candidats. Malgré ces mesures d'organisation, certains parents n'ont pas respecté les consignes établies, comme cela a pu être observé au lycée Gigi Rabé Arveil, où des attroupements se sont formés à proximité des accès du centre. En dépit de ces quelques désagréments, les 1190 candidats inscrits au lycée Rabé Arveil ont pu passer leurs épreuves dans le calme et la sérénité. Et à l'occasion de cette journée du CEPE, certains parents ont choisi de suspendre leurs activités professionnelles afin d'accompagner leurs enfants. Le transport des candidats et la préparation des repas ont constitué leur principale préoccupation. Nombreux sont ceux qui ont apporté le déjeuner de leurs enfants directement auprès des centres d'examen. Radramananzatouf, Nzaranje Ansu. Vers 11h, de nombreux parents se sont présentés devant le centre d'examen du lycée Gigi Rabé Arveil. Dans leurs mains, des sacs et paniers contenant les repas destinés aux candidats. La plupart venaient de loin et ont préféré partager le déjeuner avec leurs enfants sur place, au sein même du centre d'examen. D'autres, en revanche, ont choisi de se rendre dans des restaurants ou des lieux de restauration à proximité pour déjeuner en famille avant la reprise des épreuves. Selon les témoignages auprès des mères de famille, les repas préparés pour cette journée d'examen étaient particuliers et différents de ceux du quotidien. Les plats préférés des enfants ont été privilégiés afin de leur offrir un moment de réconfort et de les aider à aborder les épreuves dans les meilleures conditions. Après le déjeuner, la plupart des parents sont restés aux abords du centre d'examen pour continuer à soutenir leurs enfants. Ils les ont attendus sur place jusqu'au début des épreuves de l'après-midi, témoignant ainsi de leur implication et de leur soutien dans cette étape importante de la scolarité de leurs enfants. Et toujours dans ce contexte, 35 élèves ont effectué le déplacement en charrette depuis hier soir dans le district de Tuliar 2 afin de rejoindre leur centre d'examen du CEPE à Mbouima-Veln. Entre leur village de Fiadanansou-Ankejek et le centre d'examen, il y a près de 15 km. Malgré les difficultés du trajet, les enfants ont affiché une grande détermination. Chants, sourires et bonne humeur ont rythmé le voyage de ces candidats venus passer leur tout premier examen officiel. Également dans les actualités, outre les nouvelles mesures fiscales introduites dans le projet de loi de finances rectificative 2026, l'État met également en place le registre central des bénéficiaires effectifs RCBE. Cet outil vise notamment à renforcer la transparence des entreprises, améliorer le recouvrement fiscal et lutter contre la fraude fiscale. Les détails.
Le registre central des bénéficiaires effectifs est officiellement opérationnel à partir de ce jour. Toutes les entreprises exerçant à Madagascar et soumises aux obligations déclaratives fiscales peuvent désormais s'y enregistrer et effectuer leurs déclarations. Les déclarations devront être mises à jour chaque année selon des modalités qui varient en fonction de la catégorie et de la taille de l'entreprise. Selon les autorités, le RCBE constitue un outil stratégique pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Il doit également contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ainsi que les différentes formes de fraude fiscale. Pour l'heure, l'accès au RCBE est réservé aux entreprises concernées par le dispositif. Les particuliers ne sont pas encore appelés à s'y inscrire. À travers cette réforme, le gouvernement entend renforcer la traçabilité des bénéficiaires réels des entreprises et accroître les recettes fiscales destinées au budget de l'État. Et puis le budget consacré à la sécurité au sein de la présidence de la refondation de la République atteint près de 15 milliards d'ariars dans le projet de loi de finances rectificative. Cette enveloppe est répartie entre 3 entités dont la direction de la sécurité présidentielle qui concentre l'essentiel des crédits. Reportage. À première vue, aucune ligne budgétaire n'apparaît pour la sécurité de la présidence de la refondation lorsqu'on consulte les pages consacrées aux dépenses du projet de loi de finances rectificative 2026. En effet, les crédits affichés semblent initialement s'établir à 0 ariars. Toutefois, en poursuivant l'examen détaillé des tableaux budgétaires, les directions et services chargés de la sécurité réapparaissent dans une section distincte du document. C'est à ce niveau que se trouvent les montants qui ont retenu l'attention des observateurs. La direction de la sécurité présidentielle bénéficie ainsi d'une enveloppe de 12,780 milliards d'ariars destinée principalement à assurer la protection du chef de l'État et des infrastructures de la présidence. Comparé aux crédits inscrits dans la loi de finances initiale 2026, le budget de la DSP connaît une hausse importante. Il passe de 5,481 milliards d'ariars à 12,780 milliards d'ariars, soit une augmentation de plus de 7 milliards d'ariars. La sécurité présidentielle ne se limite toutefois pas à cette seule direction. Le régiment de la garde présidentielle dispose également d'un budget de 1,121 milliards d'ariars, tandis que le gouvernement des forces spéciales d'intervention se voit attribuer 1,483 milliards d'ariars. Au total, les crédits alloués aux structures chargées de la sécurité de la présidence atteignent ainsi près de 15 milliards d'ariars. Ces moyens concernent notamment les forces de police, les militaires ainsi que les personnels civils rattachés à ces services. Le projet de loi de finances rectificative 2026 est actuellement en examen au sein de l'Assemblée nationale où les députés poursuivent son étude en commission avant les débats en séance plénière. Également dans les actualités, le verdict est tombé. Le conducteur du camion semi-remorque impliqué dans l'accident ayant entraîné le décès du député Jean-Jacques Rabénirine le 26 septembre dernier a été reconnu coupable sur les 2 des 3 chefs d'accusation retenus contre lui, notamment l'homicide involontaire et le délit de fuite. Il a écopé de 18 mois d'emprisonnement plus 6 millions d'ariars d'amende. Concernant les 6 médecins poursuivis pour non-assistance à personne en danger, le tribunal a prononcé leur relax au bénéfice du doute. Et puis le terrain de basket connu sous le nom de terrain Barça, situé aux 67 hectares nord-est, a été démantelé par un groupe d'individus aux premières heures ce matin. Une situation qui suscite l'inquiétude des habitants, lesquels craignent des conséquences de cette fermeture sur les jeunes du quartier. Jean-Claude Andjamalal sur les images de Yves Janel. Selon plusieurs habitants, la fermeture d'un espace sportif de proximité pourrait favoriser la délinquance et exposer davantage les jeunes aux risques liés à la consommation de drogue. Pour eux, le sport constitue un moyen essentiel d'encadrement et d'épanouissement de la jeunesse. Les riverains affirment que la construction du terrain avait été réalisée dans le respect des procédures et avec les autorisations des autorités compétentes. Ils dénoncent aujourd'hui sa destruction qu'ils jugent injustifiée.
Selon leur explication, l'aménagement de cette infrastructure sportive avait également été rendu possible grâce à un accord conclu entre les habitants et la société CEMAD. Le chef du Fouktane a pour sa part indiqué ne pas avoir été informé au préalable de cette opération. Pour de nombreux habitants, la destruction de ce terrain de basket représente non seulement une perte importante pour les jeunes du quartier, mais également une décision prise sans concertation suffisante avec la communauté locale. Ils demandent des explications aux responsables et souhaitent que des solutions soient rapidement trouvées afin de préserver les activités sportives dans le Fouktane des 67 hectares nord-est. Et toujours dans les actualités sportives, les favoris n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires lors de la première journée des groupes G et H de la Coupe du Monde de 2026. Parmi eux figurent l'Espagne, la Belgique et l'Uruguay, tous tenus en échec. Les regards sont désormais tournés vers une grande affiche ce soir, comptant pour l'ouverture du groupe I, qui opposera la France au Sénégal à partir de 22h. Narsoura Zakassan, Michel Ragoutsan. La première journée des groupes G et H de la Coupe du Monde s'est achevée sans qu'aucune équipe ne réussisse à faire la différence. L'Espagne a ouvert le bal hier à 20h face au Cap-Vert. Malgré une nette domination technique et une possession de balle largement en sa faveur, la Rora s'est heurtée à une défense capverdienne particulièrement solide, emmenée par un gardien de but très inspiré. Les Espagnols n'ont jamais trouvé de faille et les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0. À 22h, l'Égypte a affronté la Belgique. Les Diables Rouges ont également connu une rencontre compliquée. Menés 1-0, ils ont dû attendre la seconde période pour revenir au score et arracher le match nul 1 but partout. Dans le groupe H, l'Uruguay était opposé à l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont créé la surprise en ouvrant le score et en menant 1-0 à la pause. Les Uruguayens ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 80e minute, permettant aux deux équipes de se séparer sur le score de 1-1. Dans le groupe G, la Nouvelle-Zélande et l'Iran ont également livré une rencontre très disputée. Au terme d'un match intense, les deux sélections se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout. L'affiche la plus attendue de cette première journée du groupe I reste toutefois celle qui opposera ce soir à 22h la France au Sénégal, un duel qui attire déjà l'attention des amateurs de foot du monde entier. Et on enchaîne avec les actualités internationales. La Syrie est particulièrement impactée par la baisse de l'aide humanitaire mondiale, notamment américaine. Dans le nord-ouest du pays, des centaines de milliers de déplacés vivent toujours dans des abris de fortune. À la chute du régime, ils espéraient pouvoir rentrer chez eux. France 24. Aux confins du nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, des centaines de milliers de déplacés sont toujours en exil dans cet océan d'abris précaires. Malgré la chute du régime de Bachar al-Assad, rentrer reste impossible pour Wael Khalouf, originaire de la campagne de Hama. Il vit ici depuis 14 ans. J'ai voulu revenir chez moi, mais ma maison était détruite. Je ne veux pas passer un hiver de plus ici. Je me sens triste et je me demande pourquoi on est encore là. Depuis 2024, certains de ses voisins ont progressivement quitté le camp. Il y avait une famille qui vivait ici, et puis quand il y a eu la libération, les gens sont partis. Et aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ces blocs de béton pour les revendre. Beaucoup sont rentrés chez eux, mais là-bas, les conditions ne sont pas forcément meilleures. Comme Wael et sa famille, plus de 5 millions de Syriens vivent déplacés au sein de leur pays, d'après l'ONU. Voici l'entrée. J'ai mis une bâche sur le toit pour l'isolement. C'est là où on vit sous la pluie ou sous la chaleur. Pour construire cette maison de fortune, Wael a dépensé tout ce qu'il avait. Cette maison, je ne peux pas l'emporter avec moi.
Si je le pouvais, je l'aurais prise et je n'aurais pas attendu ici. Il m'a fallu 14 ans pour sa construction, alors que ça pourrait être fait en 3 jours. Cette corde, je l'ai installée pour tendre la toiture, pour ne pas que le toit s'envole avec le vent. S'il y a une tempête, le toit s'arrache. Cette batterie, elle nous donne de l'électricité, mais c'est une bombe à retardement. À chaque instant, elle peut exploser. À cause de l'insalubrité, il y a quelques années, sa fille a été grièvement brûlée dans un incendie. Le père de famille s'inquiète pour l'avenir de ses 7 enfants. Mes enfants ont du mal à se concentrer à l'école parce qu'on est dans la survie. L'extrême pauvreté a poussé le fils de Wael, Omar, 15 ans, à devenir ouvrier de construction. On fait nos courses à crédit. Les 10 $ que je gagne par semaine, c'est pour rembourser nos dettes. Mon avenir, quel avenir? Nous n'avons pas eu d'enfance ni rien d'autre. Nous avons grandi entre la guerre et le travail. Les habitants s'enfoncent un peu plus dans la misère à cause des coupes dans l'aide humanitaire internationale. Ahmad Al-Toulfa, responsable du camp, est inquiet. Plus aucune organisation ne nous soutient, ni pour l'accès à l'eau, ni pour la collecte des déchets. Avant, il y avait des colis alimentaires, mais tout ça s'est arrêté. C'est comme si on avait été oubliés dans les camps. C'est ça que ressentent les gens ici. Nous sommes complètement marginalisés. Aux portes du camp, les infrastructures vitales menacent de fermer faute de financement. Comme cette maternité, jusque-là soutenue par l'ONG syro-américaine SAMS et l'ONU. Le programme d'aide doit s'arrêter fin juin. On accueille en moyenne 250 personnes par jour. On réalise 250 accouchements par mois, dont 60 césariennes. Si on devait fermer, ça serait une véritable catastrophe pour la région. Les coupes budgétaires changent radicalement la vie des gens, pour le pire. Plus de 400 000 personnes comptent sur cet hôpital. Les médecins, comme Aïcha Al-Hamada, gynécologue, sont eux-mêmes des déplacés. Salam alaikum. Employée depuis 4 ans, la docteure a vu la santé des femmes se dégrader continuellement. Il faut des soins continus, car ces 14 dernières années, les mères ont manqué de tout. Entre la santé mentale, l'exode et la malnutrition, ces conditions ont un impact sur elles. Nous avons un grand nombre de patientes qui souffrent d'anémie sévère. Iman Kada, une habitante du camp, vient tout juste d'accoucher d'une petite fille. Je n'ai pas les moyens d'aller dans un hôpital privé. Une césarienne coûte entre 350 et 400 $. C'est pour ça que je viens dans cet hôpital public. La suppression des aides pourrait devenir une question de vie ou de mort pour ces nourrissons nés prématurés, comme Fida, qui dépend de ce respirateur. Ce nourrisson souffre d'un problème cardiaque congénital. Il a besoin d'une opération urgente. Ça fait plus d'1 semaine qu'on essaie de le transférer dans un centre spécialisé, mais il n'y a pas assez de place. Cet enfant survit grâce au respirateur et aux médicaments. Si le respirateur s'arrête, l'enfant meurt directement. Cet hôpital est une fragile ligne de vie jusqu'à ce que les déplacés puissent revenir chez eux. Le président Ahmad Al-Shara s'est engagé à faciliter leur retour et fermer les camps d'ici 2027. Un défi colossal dans une Syrie qui peine à se reconstruire. Et le texte du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis a été signé par les deux parties. France 24.
L'Iran a affirmé que le texte sera publié par l'Iran vendredi au moment de la signature de ce document par l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a dit qu'il pourrait être publié par les Américains plus tôt. Donc on va voir si les deux textes correspondent exactement. Alors selon ceux qu'on sait, qui ont été publiés par les médias iraniens, sur la question du nucléaire, il y a simplement une seule phrase: l'Iran s'engage dans le cadre du traité de non-prolifération à ne pas fabriquer d'armes atomiques. Alors cette phrase est une phrase à la fois claire mais aussi vague, puisqu'il y a dans le cadre du traité de non-prolifération, l'Iran est membre de ce traité. Cela signifie que chaque État membre du TNP a le droit d'avoir un programme nucléaire civil, a le droit de faire de l'enrichissement d'uranium, y compris jusqu'à 60% si le pays le décide, sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette position a été répétée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous restons dans le cadre du traité de non-prolifération, à la fois en ce qui concerne notre programme de nucléaire, d'enrichissement d'uranium, mais aussi les stocks d'uranium. Donc pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis par l'Iran, notamment les fameux 450 kg enrichis à 60%, qui est proche du seuil militaire qui est de 90%. Donc l'Iran, la seule chose que pourrait faire l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, c'est de diluer sur place même le niveau d'enrichissement de ces 450 kg à un niveau moindre, c'est-à-dire par exemple 20% ou moins. Mais beaucoup d'experts estiment que l'Iran ne doit pas descendre en deçà de 20% et donc garder ses stocks d'uranium et poursuivre en même temps son programme d'enrichissement d'uranium. Et puis il y a aussi la question des proxys iraniens au Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Les gardiens de la révolution iraniens comptent toujours s'appuyer sur eux pour faire face à Israël. Là encore, la question n'est pas réglée. Oui, le chef de la force Quds des gardiens de la Révolution, qui est chargé des opérations extérieures, est intervenu hier soir à la télévision iranienne. Il a affirmé, il a mis en garde à la fois Israël, mais aussi les États-Unis, en disant: ne vous frottez pas aux forces de l'axe de la résistance. Vous avez vu le résultat à Gaza. Israël a détruit le Gaza, mais le Hamas et le djihad islamique sont toujours là et donc sont toujours présents et armés. Vous avez essayé de détruire le Hezbollah, mais le Hezbollah est toujours là avec encore plus de force aujourd'hui. Ne vous protez pas à l'Iran, aux forces de la résistance. L'Iran et ses alliés dans la région, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique à Gaza et en Cisjordanie, dans les territoires occupés, les Houthis au Yémen, ou encore les milices chiites en Irak. Donc c'est une mise en garde très claire. L'Iran se sent désormais en position de force. C'est la puissance dominante de la région après la fin de la guerre, et donc l'accord qui va être signé vendredi, et donc a averti à la fois les pays de la région, mais aussi les États-Unis et Israël, de ne pas chercher à se frotter à l'Iran et à ses alliés dans la région. Le virus Ebola continue de faire des ravages. Médecins sans frontières tirent la sonnette d'alarme. Selon l'ONG, la propagation de la maladie progresse plus rapidement que la réponse mise en place sur le terrain. France 24. Dans cette discothèque, les clients se font rares. En cause, la peur du virus Ebola, alors que Bunia est l'épicentre de cette nouvelle épidémie. Les gens ne viennent plus comme avant à cause de la maladie d'Ebola. Notre économie est fortement impactée. Ce virus, qui frappe notre province d'Ituri, entraîne une perte de revenus considérable. Malgré tout, le personnel fait tout son possible pour attirer les clients tout en freinant la propagation de la maladie. Des points d'eau pour laver les mains et des panneaux explicatifs sur le virus sont installés pour sensibiliser les clients. Mais de nombreuses personnes ne croient toujours pas à la réalité de l'épidémie. Dans ce contexte, des médias congolais réorganisent leur programmation afin de consacrer davantage de temps d'antenne à Ebola, comme dans cette radio située à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. C'est au moins chaque jour qu'on doit avoir 2 ou 3 informations liées à Ebola
Ça peut aller dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi démontrer la vraie réalité et donner la parole aux autorités pour expliquer un peu comment se comporter et la réalité des terrains, comment elle se présente, en privilégiant les experts en santé. Plus de 750 cas d'Ebola ont été recensés dans le pays. Un chiffre qui serait sous-estimé car l'épidémie n'a été confirmée que le 15 mai, soit plusieurs semaines après son début présumé. Selon un dernier rapport gouvernemental, plus de 150 personnes sont décédées à cause du virus. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizuku présentée par CN Irlande. Au revoir et bonne soirée sur Viva.